Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal, émission très politique aujourd'hui. On a le plaisir d'accueillir sur ce plateau la députée de la circonscription, Nicole Trisse. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de participer à cette émission. Vous allez nous livrer tout à l'heure vos réactions face au mouvement des Gilets jaunes. Et en deuxième partie d'émission, François Bourbeau et Pascal Genft seront sur ce plateau pour parler de leur parcours en politique et du recul qu'ils ont décidé de prendre, notamment en quittant leur parti. On parlera aussi de politique allemande avec l'élection demain du leader de la CDU et on donnera aussi la parole aux internautes grâce à Sandrine. Coco. Salut. Mais on commence cette émission avec le héros du jour. Lui, il fait toujours l'unanimité, c'est évidemment Saint-Nicolas. Uranie l'a rencontré pendant sa tournée auprès des enfants sages. Uranie, bonjour. Journée chargée aujourd'hui, raconte-nous l'emploi du temps de Saint-Nicolas. Salut Julia, eh bien oui, programme très chargé pour le Saint-Nicolas qui, rappelons-le, est le saint patron de la Lorraine depuis 1477. Il s'est d'abord rendu pour sa visite à l'école maternelle du Blauberg. Là, il est à l'IME et tout à l'heure, il va aller à l'école de la montagne supérieure. Alors c'est l'occasion de distribuer des friandises, du chocolat, aux plus sages bien sûr, et puis aussi de faire quelques photos souvenirs. Alors bon, il y a quelques enfants qui étaient un petit peu apeurés, il y en a d'autres qui ont pleuré, mais de manière générale, il y avait beaucoup de douceur et de bienveillance. Alors on a pu poser quelques questions aux plus petits et aussi à l'invité de marque, et tu pourras voir ça tout à l'heure. Merci Uranie, merci à Marie aussi au cadrage, et donc on regarde la suite tout à l'heure. On va d'abord faire un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersvillers. Au rond-point de Hambar, la mobilisation des Gilets jaunes se poursuit. Et il y a peu, ces derniers ont eu la bonne surprise de voir arriver un facteur. Non pas pour les soutenir, mais pour leur apporter un courrier. Une lettre destinée à monsieur John Gillet, envoyée par madame Glock. Avec cette missive, les Gilets jaunes démontrent l'efficacité de la poste, un service public en voie de disparition dans les villages, mais ils souhaitent aussi rappeler l'esprit bon enfant qui règne toujours sur le rond-point, malgré leur colère de ne pas se sentir entendus. Gwen et Paul, c'était jusqu'à présent une société de livraison à domicile de croquettes et autres accessoires animaliers et de l'éducation canine. C'est aussi désormais un magasin dans la zone d'activité commerciale de Woustvillers. Une boutique ouverte les lundis et mercredis de 16h à 19h ainsi que le samedi en journée. On y retrouve des croquettes adaptées à tout type de chiens et de chats, mais aussi des friandises naturelles et des pâtés bio. Sans oublier quelques accessoires et jouets ainsi que de la nourriture pour rongeurs et oiseaux. Merci les bénévoles. Ils sont près de 200, souvent retraités, et ils donnent de leur temps pour le Pays de Bitche. La communauté de communes les a remerciés hier. Grâce à eux, des sites comme le Moulin des Juvillaires, le Sabotier de Sourtes ou la ligne Maginot accueillent les curieux toute l'année. Ils sont apiculteurs, anciens verriers, arboriculteurs, guides ou simples passionnés. La communauté de communes du Pays de Bitche leur a offert à cette occasion la boule de Noël de Meisenthal. Hommage à ceux qui ont combattu en Algérie, au Maroc ou encore en Tunisie. Mercredi à Bitche, une cérémonie a été organisée pour ceux qui sont morts pour la France. Comme chaque année, le maire a déposé une gerbe au pied du monument aux morts, devant la mairie de Bitche. Le chœur des combattants du verre et du cristal a ensuite entonné la Marseillaise, accompagné du maire et du 16e bataillon de chasseurs. Le marché de Noël a pris place dans les rues du centre-ville de Sarreguemines et avec lui ses animations. Parmi elles, des mascottes qui déambulent certains jours entre les chalets. Hier, c'était les Pyjamasques, 3 jeunes héros d'un dessin animé prisé par les enfants. Le 12 décembre, Mickey et Minnie seront de passage dans la ville. Le 19, les Bisounours et le 22, Pat' Patrouille. De quoi mettre des étoiles dans les yeux des plus jeunes. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. Et pour les infos côté ciel, Sandrine va vous dévoiler les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain
matin, le ciel sera couvert et donnera quelques pluies. Après une accalmie à la mi-journée, les précipitations reprendront l'après-midi. Les températures maximales seront comprises entre 11 et 13 degrés. Des températures qui sont au-dessus des normales pour la saison. Demain, nous serons le vendredi 7 décembre et nous fêterons les Ambroises. Le soleil nous accompagnera de 8h12 à 16h34. Et la photo du jour nous a été envoyée par Yannick Kratz. Elle illustre un magnifique lever de soleil sur la citadelle de Beach. Merci à lui pour cette très belle photo. Et si vous aussi vous voulez nous envoyer vos photos, écrivez-nous par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook. Je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous. Quelle que soit la météo, les Gilets jaunes continuent leur action. Nicole Triss, est-ce que vous avez déjà rencontré les Gilets jaunes de l'arrondissement ? J'en ai rencontré quelques-uns, j'en rencontrerai encore demain. J'ai une permanence qui est ouverte pour pouvoir effectivement rencontrer qui que ce soit, y compris les représentants des Gilets jaunes, bien sûr. Beaucoup sont venus à la permanence ? Pas encore, non. C'est pour ça que j'ai lancé un appel sur Facebook en leur disant qu'effectivement, je suis toute disposée à les recevoir. C'est important, ils ont des revendications, ils ont des inquiétudes et c'est tout à fait normal que je m'entretienne avec eux à ce sujet. D'accord. Et on va développer tout ça dans un instant, mais je voudrais d'abord qu'on consacre le début de cette émission au héros du jour, Saint-Nicolas. Pourquoi la tradition du Saint-Nicolas est-elle encore importante dans notre région ? Entre deux visites ce matin, le saint patron des écoliers a bien voulu répondre à quelques questions. Alors je me trouve avec le Saint-Nicolas. En quoi c'est une tradition qui est importante ? Écoutez, le Saint-Nicolas, c'est le patron des écoliers et des enfants naturellement. Et c'est quelque chose qui perdure depuis beaucoup d'années à Sarreguemines et très important pour la Lorraine. Naturellement, c'est pas seulement le patron des écoliers, c'est aussi le patron des bateliers. Comme nous avons encore quelques péniches, malheureusement que quelques-unes qui circulent sur la Sarre. Mais c'est toujours un honneur pour moi de venir à Sarreguemines. Et regardez, vous avez bien vu là ce matin, les enfants, comment que leurs yeux pétillaient, c'est quelque chose de formidable. Et quand on voit le court moment, là on a passé 1 heure avec les enfants du Blauberg, de l'école maternelle du Blauberg, et vous avez bien vu les yeux qui pétillaient, ils étaient tellement heureux. Rien que pour ça, ça vaut le déplacement. Et en ces temps, mouvementés, est-ce que vous avez des vœux aussi pour les plus grands ? Oui, j'ai beaucoup de vœux pour les tout grands. C'est que chacun y trouve sa part de bonheur, parce que là, en ce moment, c'est pas facile à vivre. Quand on voit, j'aime pas parler politique, et j'en fais pas naturellement, mais avec les Gilets jaunes, j'aimerais bien qu'on les entende. Et pour les personnes âgées, qu'ils vivent des retraites un peu plus paisibles. Et naturellement pour tout le monde, hein. C'est une période de fête où tout le monde devrait être à la fête. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est un peu triste, mais c'est ainsi que va la vie. Et quoi qu'il arrive, Saint-Nicolas a encore fait des heureux cette année. Lors de ses visites, il a distribué bonbons et chocolat, mais bien sûr aux enfants sages. Sourire, joie et timidité aussi parfois étaient perceptibles sur le visage des tout petits, très contents de l'accueillir. Uranie Tozic et Marie Luf ont suivi le Saint-Nicolas pendant sa tournée. On ne peut pas se tromper. Un son de cloche, le Saint-Nicolas arrive. Rares sont les enfants effrayés, certains lui ont même fait un dessin. Entre les petits et le saint patron des écoliers, c'est une très longue histoire. La légende raconte qu'il en a sauvé 3, retenus prisonniers par un boucher. Aujourd'hui, pas de père fouettard dans les parages, le Saint-Nicolas est venu seul, mais avec plein de surprises. Il a donné des chocolats. Parce que tu es sage ? Oui. Et pour toi, comment ça s'est passé ? Bien. À chaque école, une organisation différente pour offrir un très bel accueil à l'invité de marque. Pendant la rencontre, certains enfants sont plus émus que d'autres. Et je l'aime de tout mon cœur. Crosse au bras, mitre sur la tête, la tradition est respectée. Une chose est sûre, sa venue aura marqué les esprits.
Et pour petits et grands gourmands, ce samedi aura lieu le grand défilé du Saint-Nicolas à partir de 17h à Sarreguemines, départ place du marché. Il distribuera notamment du pain d'épices. Tentative de Saint-Nicolas en avance, on peut presque se demander. Emmanuel Macron puis Édouard Philippe ont fait des annonces, mais qui ont, et c'est le moins qu'on puisse dire, été très loin d'avoir l'effet escompté sur les gilets jaunes. Nicole Trisse, qu'est-ce que vous en dites de ces annonces? Est-ce que vous les trouvez suffisantes? Moi, je considère que ces annonces ont montré qu'effectivement, ils ont entendu. En fait, la première des revendications des Gilets jaunes, à savoir cette fameuse taxe sur le carbone dont ils ne voulaient pas. Donc effectivement, je considère que ces annonces-là, ça prouve d'une part que les revendications des Gilets jaunes du départ ont été entendues, et d'autre part, ce qui est important aussi à dire, c'est qu'on souhaite vraiment, lorsqu'on fait des réformes, le faire en concertation avec la population, quelle qu'elle soit, que ce soit les gilets jaunes, les foulards rouges, puisqu'il y en a aussi, les citoyens, les seniors, les plus jeunes. Il faut absolument qu'on fasse effectivement des réformes en tenant compte de la problématique des territoires et de tous les citoyens. Alors c'est ce que vous dites, mais eux disent exactement le contraire. Ils ont l'impression de n'être jamais consultés, en dehors des élections classiques. Ils disent qu'il n'y a pas moyen de se parler, d'être entendu. Ils disent que les réformes, et puis là, les annonces qui ont été faites, ouais, mais si c'est que pour reculer de 6 mois, ça ne sert à rien. Ça râle beaucoup. Est-ce que vous comprenez la grogne des Gilets jaunes ? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Que ça râle beaucoup, certes. Que les gens soient inquiets, qu'il y ait un désarroi, qu'il y ait une inquiétude parce que, effectivement, cette fameuse taxe leur a fait peur. Surtout dans un certain territoire comme le nôtre, où on a besoin de la voiture, on a besoin de l'essence, on a besoin d'une mobilité particulière. Ça, j'ai compris. Que ce soit effectivement aussi la grogne après des réformes qui ne viennent pas assez vite, j'ai compris aussi. Cela étant, c'est une grogne qui est larvée depuis plusieurs années. Ce n'est pas parce que nous sommes là que nous avons fait en sorte qu'ils sont en difficulté. Donc, d'une part, il y a effectivement le fait que des gens vivent mal, et ça, ce n'est pas normal, c'est inacceptable. Il faut effectivement réformer en tenant compte de ces personnes-là, parce que moi, les gilets jaunes que j'ai rencontrés, ils avaient chacun des revendications différentes par rapport à leur vécu, à leurs difficultés, parce qu'ils sont en situation de précarité. Mais c'est une précarité qui ne date pas de 2018, c'est une précarité qui date depuis plusieurs années déjà. Et là, ils en ont réellement ras-le-bol. Et effectivement, c'est ce qui manifeste, et c'est normal de le dire. Et c'est normal d'être entendu. Ensuite, lorsque vous dites qu'on ne les entend pas, c'est faux, parce que toutes les réformes qu'on a faites depuis 18 mois, et on en a fait quand même pas mal, vers le pouvoir d'achat d'ailleurs. On a effectivement décidé de supprimer des cotisations salariales pour que le salaire net des actifs soit remonté. On a augmenté la prime d'activité et on l'augmentera encore. On a dit à une grande partie de la population, 80% en réalité, qu'il vont y avoir effectivement une taxe d'habitation qui sera supprimée en 3 fois, mais à partir de maintenant pour les 3 années à venir, de manière à ce qu'effectivement en 2021 il n'y ait plus de taxe d'habitation. C'est une autre chose. Par ailleurs, on a fait des mesures sociales. Je pense à des prestations sociales comme l'allocation adulte handicapé qui a été regonflée et qui continuera encore à être gonflée. Je pense au minimum vieillesse qu'on a augmenté aussi. Je pense donc il y a aussi le reste à charger. Le minimum vieillesse, par exemple, les retraités sont souvent les grands oubliés de cette histoire et voudraient qu'il n'y ait plus de CSG, de RDS, par exemple, sur les pensions de retraite. Alors attendez, parce que vous parlez de quels retraités? Parce que les retraités qui sont vraiment à un salaire, à un revenu, une retraite très basse, ne sont pas concernés. Il y a le minimum vieillesse. Ensuite, vous avez effectivement les retraités qui ont, je dirais, moins de 1 500 € net, qui n'ont pas d'autres revenus, ils n'auront pas une augmentation de CSG, ils ne sont pas concernés. Vous avez des retraités qui ont au-delà, mais qui ont toujours moins de 2 500 € net de revenus dans leur foyer fiscal, qui, eux, n'auront plus de taxe d'habitation. Et c'est important, ça concerne quoi la taxe d'habitation? C'est quand même, en moyenne, on a calculé qu'un tiers de taxe d'habitation en moins, ça fait 200 à 300 € de moins dans l'année. C'est quand même une somme qui est conséquente. Ensuite, vous avez effectivement tous ces retraités qui ont un revenu qui est plus important parce qu'ils ont eu un revenu lorsqu'ils étaient actifs qui était plus important. Effectivement, ils auront
à avoir ils auront une CSG qui sera augmentée et ils n'auront pas une baisse de taxe d'habitation, en tout cas pas pour l'instant. On espère pouvoir le faire pour tout le monde par la suite, mais en tout cas pas pour l'instant. Et c'est vrai qu'à ces retraités-là, on leur demande un effort. Je suis consciente que c'est compliqué, je suis consciente qu'ils ne sont pas contents. Mais à un moment donné, il y a un budget à tenir et c'est vrai qu'on a opté pour que ce soit la CSG qui soit concernée et pas la TVA. Parce que si on avait effectivement augmenté la TVA pour tout le monde, les personnes les plus fragiles, les situations les plus précaires seraient encore davantage en difficulté. Alors, il y a énormément de questions qui vous ont été posées via la page Facebook de Mosaïque Cristal. On ne va pas toutes vous les lire parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, mais il y a certains internautes qui évoquent la renationalisation des autoroutes françaises. Il y en a d'autres qui évoquent les inégalités européennes, etc. Dans l'ensemble, ça concerne vraiment essentiellement le pouvoir d'achat. On a choisi 3 questions, vous allez y répondre. Sandrine, le premier commentaire vient de Samy. C'est ça, alors il nous écrit « Je suis pour une écotaxe, oui, mais cette taxe doit viser tous les produits confectionnés avec du pétrole ainsi que les emballages à outrance via les grands groupes alimentaires ou autres. On veut faire de l'écologie, on nous bassine sur ça et les surplus de carton pour un simple paquet de yaourt ou autre continuent à remplir nos poubelles. Taxer ces gens-là et cesser de serrer la ceinture au peuple via les pompes à essence qui engraissent encore plus les riches. » Nicole Triss, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Samy ? On a affaire là à un consommateur avisé parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'emballages autour des produits qu'on achète dans les grandes surfaces et qu'on pourrait être un peu plus vertueux à ce propos-là. Je suis tout à fait d'accord avec cette personne, je l'en remercie parce que là aussi c'est un problème et on arrive là dans tout ce qui est déchets. Il dit un petit peu le contraire, hein. C'est-à-dire qu'il dit c'est bien de taxer là-dessus, mais il faudrait en priorité arrêter du coup de taxer au niveau de l'essence. Parce que là, c'est pour l'ensemble des citoyens et il dit pour engraisser les riches. Alors, de toute façon, l'essence, le problème du pétrole, c'est qu'il faut qu'on soit de moins en moins dépendant, clairement. Moi, je trouve ça fou que lorsqu'effectivement vous avez quelque chose qui se passe entre le président des États-Unis et l'Iran, ou lorsqu'il y a un problème avec l'Arabie Saoudite, d'emblée, vous avez le pétrole qui flambe. Et c'est nous qui sommes concernés quand même. Lorsqu'il y a eu effectivement un moment où il y a eu cette grosse augmentation du pétrole qui a mis le feu aux poudres, et je le comprends, hein, je veux dire, c'est vrai que c'est quand même fou d'avoir une augmentation de la sorte-là, mais lorsqu'on avait une augmentation de 32 centimes supplémentaires subitement, il faut savoir qu'il y avait 25 centimes qui étaient dus à l'augmentation du baril et à la conversion en notre défaveur dollar-euro. Et 7 centimes, effectivement, concernaient la taxe sur la transition énergétique. Donc, je pense que d'une part, ce serait mieux qu'on soit moins dépendant du pétrole et des pays qui nous vendent le pétrole, et d'autre part, pour la biodiversité, pour l'environnement durable, pour laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, un monde qui soit meilleur au niveau qualité de vie, ce serait aussi bien qu'on sorte des énergies fossiles. Cela étant, lorsque vous dites effectivement qu'il y a trop de plastique, il y a trop de carton dans les cartons, au niveau de la consommation, enfin des grandes surfaces notamment, je trouve aussi c'est exagéré, qu'il faudrait être à ce niveau-là plus vertueux. Ça fait partie effectivement de cette envie que nous avons et je pense que c'est vraiment partagé par la grosse majorité des Français, voire même des Européens, sans doute, si on leur pose la question, de faire un peu attention à ce qu'il y ait moins de gabegie à ce niveau-là, bien sûr. Alors, il y a une autre question qui vous a été posée cette fois par Michael. Bonjour Madame la députée, pensez-vous avoir compris la cause de grogne qui gronde dans le pays? Ne pensez-vous pas que la racine du problème provient de la répartition des richesses? Pourquoi les riches ne font rien pour la transition écologique et pourquoi tout faire reposer sur le consommateur et le contribuable? Si le diagnostic n'est pas le vôtre et que c'est que vous n'avez rien compris, le peuple n'a pas à payer pour des erreurs de politiciens, même si cela provient de 30 ans de mauvaise vision à long terme. Quand la crise a débarqué en France suite à la faillite d'une banque américaine, vous n'avez pas hésité à voler au secours des banques à grands coups de milliards. Et pourquoi, quand le peuple demande de quoi vivre dignement, vous vous mettez à dire que les caisses sont vides? C'est les banques responsables de la dette qui devraient la rembourser, ne pensez-vous pas? Alors, je vais essayer de répondre globalement à cette personne.
clairement, c'est vrai qu'on a un problème et de millefeuilles administratifs et de problèmes de taxes. Enfin, vraiment, la France, il y a des impôts partout, il y a des taxes partout. C'est compliqué. Il faut effectivement mettre à plat ce fléchage, je dirais, de taxes. Cela étant, il est normal qu'on paie des impôts parce que c'est grâce à nos impôts que vous pouvez avoir l'école gratuite ou quasiment gratuite. Je rappelle quand même que pour toute personne ayant un enfant au collège, ça signifie un montant de près de 8 000 € par année par enfant qui est payé par l'État. Donc l'État, c'est nous, les contribuables. Le lycée, c'est plus de 11 000 €. Au niveau de la Sécu, si vous avez le malheur d'avoir dans votre entourage quelqu'un qui est atteint d'un cancer, le fait de soigner ce cancer, ça va coûter donc à l'État, puisque c'est quelque chose que vous n'allez pas payer, Dieu merci, mais ça va coûter à l'État entre 5 000 et 30 000 €. Voilà, vous avez quelqu'un qui va accoucher, un accouchement, ça coûte 2 600 €. J'en aurai plein des exemples comme ça. Clairement, on a d'abord une sécurité sociale qui est la meilleure du monde, qu'on tient vraiment à garder avec une solidarité nationale, et c'est normal aussi. On a des prestations sociales qu'il faudrait peut-être davantage mieux flécher, peut-être davantage en revaloriser certaines, peut-être moins d'autres, mais ça va être discuté lors du plan pauvreté qui va se mettre en place à partir de 2019. Quant aux impôts et aux taxes, oui, clairement, il y a des choses à faire. Il y a effectivement à taxer les grands groupes comme les GAFA, par exemple, c'est ce qu'on essaie de faire. Il y a peut-être à diminuer d'autres taxes. On ne veut pas augmenter les impôts, mais on veut garder cette spécificité qu'est la sécurité sociale, que sont les prestations sociales, en étant plus vertueux. C'est vrai que peut-être il faudra se poser la question du nombre de fonctionnaires dans une fonction publique, et ça va aussi être la réforme, ça va être un débat sans doute qui sera peut-être houleux, sans doute, mais il y a des fonctionnaires, et je ne vous parle pas de ceux qu'on trouve dans la santé, au niveau de la police, etc. Je vous parle des fonctionnaires dans les administrations dont on n'aura peut-être pas besoin, donc on n'aura peut-être pas besoin de remplacer. Il y a tout ça qui fait qu'il faut effectivement qu'on mette à plat, et c'est aussi l'objet des concertations qu'on souhaite mettre en place à partir du 15 décembre pour 3 mois, en mettant autour de la table non seulement des élus locaux ou nationaux, parce qu'il n'y a pas que, bien même s'ils représentent les territoires, mais également des partenaires sociaux, mais également des représentants de syndicats, mais également des représentants d'associations, mais également des gens, que ce soit de la population, des personnes qui ont envie d'être acteurs, que ce soit des gilets jaunes ou pas des gilets jaunes, ou des foulards rouges, ou des retraités. Je pense vraiment qu'il va falloir qu'on discute ensemble, qu'on travaille ensemble, parce que ce qu'on veut, nous, c'est une unité au niveau de la France, avec une institution et une démocratie qui soit forte, mais aussi pour que tout le monde en bénéficie et qu'il n'y ait personne sur le côté de la route. Vous avez laissé sur le côté de la route une partie de ces questions où il demandait pourquoi ne pas demander aux banques de rembourser la dette. C'est sûr que les banques, il faudra aussi, à mon avis, à un moment donné, il faudra qu'on discute également avec les banques, parce qu'il y a sans doute des choses aussi à simplifier, à dépoussiérer au niveau des banques. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais on fait l'une chose après l'autre, et puis on essaye. On a déjà fait pas mal de choses en 18 mois. Je vous ai un peu cité ce qu'on avait fait au niveau des aides qu'on a pu avoir. Je ne crois pas vous avoir abordé le reste à charge zéro, mais c'est important, parce que quand on parlait des personnes, des seniors, ça les concerne tout à fait. Les lunettes, les dents, les prothèses auditives, c'est hors de prix, c'est pas bien remboursé. Et si on a un reste à charge zéro, c'est vraiment important pour le quotidien de la personne concernée. Donc, on fait des choses depuis 18 mois et on n'a pas à en rougir. Et je pense que, bien sûr, on est perfectible. Après, il faut continuer, et on a encore quelques années devant nous. Mais comme vous le disiez, et comme le disait cette personne comme celle d'avant, malheureusement, ça s'est enquisté depuis plusieurs années. Ça ne vient pas de maintenant, ça vient de 10, 15, 20, 30 ans. Et on ne s'est pas rendu compte, on n'a pas anticipé du tout cette difficulté, cette évolution de la société. Dernière question d'internaute pour aujourd'hui. C'est un cas concret très personnel, c'est celui de Virginie. Alors elle nous écrit en parlant de vous, au vu de son parti politique, malheureusement je n'ai aucune confiance en elle, mais je vais quand même lui poser une question. Je suis accompagnante d'élèves en situation de handicap et je travaille 26 heures par semaine pour 734 €. Que va réellement faire son gouvernement pour moi, et Madame Trist va-t-elle faire quelque chose pour moi ?
Alors, donc cette personne, elle est AESH, comme on dit, voilà, c'est ça. Oui, il y a déjà des choses qui ont été faites et on va continuer. Clairement, c'est vrai qu'on a besoin des travailleurs comme elle, on a besoin de ces personnes-là. Ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment les professionnaliser. Avant, c'était un métier qui était vraiment qui est précaire et c'est pas normal. Et effectivement, avoir un mi-temps à ce salaire-là, on ne peut pas vivre décemment. Je suis entièrement d'accord et il faut absolument éviter ce genre de situation parce que là, on fait des travailleurs pauvres et il est hors de question qu'on engendre des travailleurs pauvres. Ce n'est pas le but du jeu. Donc, ce que nous, on veut faire avec les AESH, c'est déjà, on a augmenté le volume de ces personnes-là, on en a embauché. Il me semble qu'il y en a 12 000 de plus cette année. On veut effectivement les professionnaliser, on veut déplafonner le volume d'heures, c'est-à-dire qu'en fait on veut leur permettre d'avoir des temps complets de manière à ce que déjà ils aient un salaire à temps complet. Ça suppose aussi, et c'est tant mieux pour l'enfant dont elle s'occupe, que ce soit des enfants qui ne soient pas seulement pris en charge au niveau de la tranche horaire où il est à l'école, mais également au niveau de la cantine, au niveau des activités périscolaires. Et en plus, on aimerait que ce métier, qu'il y ait une formation, qu'il y ait une attractivité et une formation pour ces personnes-là. Parce que la formation est importante, déjà pour la considération du métier. Et je crois que là, on essaie vraiment d'arranger les choses pour cette dame-là. Très bien. Alors moi, j'ai encore une dernière question qui vient de ma part. Est-ce que vous allez prendre le temps de répondre à toutes les questions que nos internautes ont laissées sur notre page Facebook ? Et si vous me laissez un peu de temps, je veux bien, parce que c'est ce que je disais, je ne peux pas tout lire sur Facebook, c'est vrai. Et puis, si vous me laissez le temps, les gens, ils peuvent m'écrire, il y a des courriers, on va leur répondre, ce n'est pas un problème. Alors, on ne va pas leur répondre dans l'immédiateté, ça, il faut qu'ils le sachent, parce que voilà, on est tellement pris entre tous les mails, entre les réunions qu'on a, entre les commissions qu'on préside ou auxquelles on assiste, et puis les permanences, et j'allais dire les commémorations, tout ça. Enfin, je veux dire, j'ai une fonction qui est quand même vaste et qui, voilà, où il y a beaucoup. Justement, en attendant que vous ayez le temps de répondre à tout le monde et peut-être plus individuellement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire en résumé aux Gilets jaunes, sachant qu'ils ont évidemment des profils différents, des motivations différentes, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Gilets jaunes ? Ma fonction, c'est vraiment de transmettre ce qui ne va pas, de transmettre les attentes, les inquiétudes, de transmettre des dossiers qui n'avancent pas. C'est ça ma fonction, c'est effectivement d'être la représentante d'un territoire, donc des habitants des territoires, et de le monter à Paris. Ça, c'est ma fonction première. C'est ce que j'ai fait, et j'ai fait partie des parlementaires qui ont plaidé pour qu'on tienne compte des revendications des Gilets jaunes. Je suis vraiment contente qu'effectivement on fasse une concertation en arrêtant en même temps la taxe sur le carbone et le GNRR, parce qu'il faut aussi penser aux personnes et aux professionnels qui travaillent avec l'essence. Et j'aimerais effectivement que les Gilets jaunes sachent que je ne suis pas hors sol, simplement c'est vrai que je suis à Paris parce qu'il y a des choses à faire à Paris. Cela étant, et je leur ai toujours dit, et ça j'ai eu l'occasion de le dire sur ma page Facebook, que si j'ai une permanence avec en plus une secrétaire qui est à cette permanence, c'est pour qu'elle prenne effectivement et les courriers et les demandes de rendez-vous pour pouvoir me les mettre dans l'agenda lorsque je suis sur Sarreguemines, et c'est ce que j'ai encore dit cette semaine. Donc clairement qu'ils viennent vous voir. Absolument, et on en discute et je remonte ce qu'il faut remonter, il n'y a pas de souci. Et c'est sans doute aussi pour ça, c'est pas venu comme ça, c'est que nous, on est quand même un maillon entre les habitants et Paris, et on aide aussi, puisqu'on est les représentants du peuple, entre guillemets, c'est tout à fait normal qu'on aille râler, qu'on aille expliquer au niveau de Paris ce qui se passe. Voilà. D'accord, je reviens vers vous dans quelques instants, mais on va quand même aussi évoquer le reste de l'actualité. Je vous propose de découvrir un CD pour la bonne cause. Les jeunes de la mission locale, inscrits dans le dispositif Garantie Jeunes, ont écrit et enregistré une chanson en faveur de l'association Raphaël, qui réalise les rêves d'enfants malades. Charlotte Ferzin, Lisa Haine et Guillaume Dumonteil nous en disent plus. Ensemble chantons pour l'espoir, il suffit d'un geste, d'un regard, une petite chose qu'on peut leur offrir, échanger un sourire, parce qu'il faut pas cesser d'y croire, nous connaissons leur histoire, et si tu n'as rien à leur offrir, offre-leur
juste un sourire. Jasmine Azizi vient de chanter a cappella, rien que pour vous, le refrain de la chanson pour Raphaël. Il s'agit d'une création originale, écrite et interprétée par des jeunes de la mission locale du bassin d'emploi de Sarreguemines, inscrits dans le dispositif Garantie Jeunes. Ils sont 133 à avoir participé de près ou de loin à ce projet, qui a aussi mobilisé les conseillers dans le cadre d'un travail d'équipe entraînant. Jasmine chante sur ce CD. 1000 exemplaires ont été réalisés. Leur vente permettra de récolter de l'argent en faveur de l'association Raphaël qui réalise les rêves d'enfants malades. Lors de l'enregistrement de la chanson, Jasmine a eu l'occasion de rencontrer quelques-uns. C'est aussi apprendre leurs histoires et les comprendre et comparer nos difficultés de vie à eux qui sont 2 fois plus difficiles que nous. Nous, c'est des difficultés sommaires comparées à ce qu'ils vivent au quotidien. La réalisation de ce CD a permis aux jeunes de développer leur savoir-faire. Des compétences par rapport à l'écriture qui sont tout de même essentielles dans une démarche de recherche d'emploi. Également des compétences par rapport à la commercialisation de ce CD puisqu'il a fallu réaliser un plan de communication que les jeunes vont mettre en œuvre. Le CD est vendu au prix de 5 € l'unité à la mission locale. Il comprend un seul titre mais qui a l'avantage de mélanger plusieurs styles musicaux et surtout de financer une noble cause. Découvrir un métier, pompier ou militaire, quels que soient tes rêves, vis-les avec passion. Ensemble chantons pour l'espoir, il suffit d'un geste, d'un regard, une petite chose qu'on peut leur offrir, échanger un sourire. La vocation première de la mission locale, c'est d'accompagner les jeunes vers l'emploi. Il n'y a pas que des jeunes qui cherchent du travail, des cadres aussi. Ce matin et jusqu'à 13 h se déroule un forum destiné aux cadres demandeurs d'emploi. Il s'agit d'une première en Moselle-Est et en Moselle-Sud. À 10 h 30, une centaine de visiteurs s'étaient déjà rendus au casino des Faïenceries. Sur place, ils pouvaient rencontrer plusieurs entreprises et organismes. En plus des entretiens, se déroulaient des mini-conférences, notamment sur la création d'entreprises, un bon moyen de créer ou de conserver son emploi. Parlons maintenant de la politique en Allemagne. Si Angela Merkel est chancelière, elle est aussi chef du parti chrétien-démocrate, la CDU. Mais plus pour longtemps, demain ont lieu des élections pour choisir son successeur à la présidence du parti. L'ancienne ministre-présidente de la Sarre et actuelle secrétaire générale de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, est en lice. 2 autres candidats sont aussi dans la course. Mosaïque Cristal a rencontré Edmund Altmaier, militant de la première heure de celle que l'on appelle AKK. Il paraît que depuis mercredi, il n'y a plus personne en Sarre pour parler d'Annegret Kramp-Karrenbauer. La raison, aussi bien les politiques que les militants sont tous à Hambourg pour soutenir la favorite sarroise. Heureusement pour nous, Edmund Altmaier, originaire de Puttlingen comme AKK et ami de jeunesse, est encore dans la région. Qui sera élu? Je ne sais pas. J'espère qu'Annegret Kramp-Karrenbauer sera élue vendredi. Ils sont 3 dans la course pour la présidence du parti de la CDU. Annegret Kramp-Karrenbauer, mais aussi Friedrich Merz, l'homme d'affaires qui lutte contre son image de millionnaire, et Jens Spahn, le ministre de la Santé, un fervent détracteur d'Angela Merkel. Parmi ces 3 candidats du même parti que lui, Edmund Altmaier mise sur Kramp-Karrenbauer et sa proximité avec les gens. Annegret Kramp-Karrenbauer kann unglaublich gut zuhören. Annegret Kramp-Karrenbauer s'est incroyablement bien écoutée. Elle est sensible aux gens. C'est un sujet que vous connaissez en ce moment en France. Beaucoup de gens ne se sentent pas entendus. Elle a fait une tournée à travers toute l'Allemagne, dans tous les Länder. Elle a écouté ce qui touche les gens, ce qu'ils veulent changer et aussi ce qu'ils veulent garder. Son écoute est attentive, son analyse très précise, elle trouve des solutions. Elle aime travailler en équipe. Surtout, ce que j'apprécie le plus chez elle, c'est son grand cœur tourné vers les autres. Edmund Altmaier et Annegret Kramp-Karrenbauer ont le même âge, les mêmes origines. Ich kenne sie und ihren Mann seit meiner Jugend. Je la connais, elle et son mari depuis ma jeunesse. Notre paroisse catholique de Puttlingen nous a tous façonnés pour aspirer à une société d'égalité, de fraternité et d'engagement social envers les plus faibles. La Sarre n'est pas un land où il y a beaucoup de riches et beaucoup de pauvres. Les gens sont tous au même niveau, ils viennent de l'industrie minière, d'anciennes traditions, où la camaraderie et la cohésion comptent. Annegret est influencée par tout cela. Elle accorde beaucoup d'importance aux gens.
und Zusammenhalt einfach zählt. Und so ist sie auch geprägt. Hier sind die Menschen sehr viel wert. Beaucoup craignent qu'Annegret Kramp-Karrenbauer, proche de la chancelière, ne soit une Mini-Merkel. Überlegen Sie sich mal, welche Zeit die Angela Merkel jetzt voll im Mittelpunkt der Politik steht. Das kostet Kraft. Imaginez ce que représentent toutes ces années au centre de la politique pour Angela Merkel. Il faut de la force, on a besoin d'un renouveau, non pas parce que ça a été mauvais, mais parce qu'il faut continuer à se développer. Je suis sûr qu'Annegret Kramp-Karrenbauer a glané de nouvelles idées au cours de sa tournée en Allemagne. Elle ne sera pas une copie d'Angela Merkel, ce sera une bonne reprise avec de bonnes idées, non seulement ses propres idées, mais aussi celles de la population, des membres de la CDU, mais aussi d'autres groupes politiques. Elle n'est pas du genre à dire « ici c'est la CDU, on n'accepte que les initiatives de la CDU ». Bien sûr, elle s'appuie sur certaines valeurs conservatrices, mais elle est aussi ouverte à l'innovation, la nouveauté, parce que le monde change. Qui des 3 candidats sera élu à la présidence de la CDU? Verdict demain à Hambourg. Nicole Triss, et vous, votre avenir, vous le voyez comment? En politique? Alors, pour moi, d'abord, il faut savoir qu'est-ce que la politique. Si la politique, c'est effectivement essayer d'améliorer le sort des gens, notre sort de la société, c'est quelque chose qui m'intéresse. Maintenant, la politique, c'est pas un métier, c'est une fonction. Moi, avant d'être là devant vous, j'avais une carrière, j'avais un salaire, j'avais ma vie. Et donc, c'est vrai que si je suis venue en politique et si j'ai eu envie de me lancer dans la campagne des législatives, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit que je suis aussi légitime que n'importe qui d'autre. Et je dis ça à tout le monde peut se lancer en politique à ce niveau-là pour essayer d'améliorer le sort des gens. Donc, pour moi, c'est ça la politique. Me demander quel est mon avenir en politique, c'est une question... Vous serez encore candidate en tout cas, d'après ce que vous dites. Non, j'en sais rien du tout. Ah, alors là, non, je ne préjuge pas de ce que sera demain. Non, pas du tout. Je ne veux pas du tout dire ça. Ce que je veux dire, c'est que là, effectivement, j'ai un mandat, je l'ai depuis 1 an et demi, donc il y a encore 3 ans et demi devant moi. Pour les 3 années et demie à venir, j'essaierai de faire mon maximum pour effectivement continuer à écouter les gens et à faire avancer des dossiers et à faire avancer des réformes. Ensuite, on verra, mais me parler d'avenir, ça me... Voilà. Je n'arriverai pas à vous répondre. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre invité aujourd'hui et d'être venu donner votre point de vue par rapport aux Gilets jaunes. La politique, il y a ceux qui s'en détournent un peu, voire complètement. Certains élus prennent du recul, parfois jusqu'à quitter leur parti. On en parle dans un instant avec François Bourbeau et Pascal Genft. A tout de suite. Du 1er au 24 décembre, le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, comme la nouvelle maison du Père Noël, la patinoire de plein air, le spectacle de marionnettes Alice au Pays des Merveilles, les animations des musées et les nombreuses autres festivités proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants, les mercredis et les week-ends. Le grand défilé de la Saint-Nicolas aura lieu samedi 8 décembre à 17h à Sarreguemines. Cette année, le cortège partira de la place du marché pour une distribution de bonne humeur et de friandises. Nous aimons les sensations fortes. Nous aimons le dépassement de soi. Nous aimons avaler des kilomètres et nous aimons le contact avec la nature. Nous aimons être à l'écoute. Nous avons la passion du vélo. Aux 2 roues Saralbe, c'est aussi le service, le choix et l'entretien de la motoculture. La finesse du produit italien, la truffe envoûtante pour nos sens, la douceur d'un biscuit sucré. L'équilibre d'un vin choisi. Des saveurs de fête à offrir, à partager. Pour nos meilleurs moments, Italia del Gusto. Pour les fêtes, le Père Noël, c'est chez Best, votre centre commercial à Phare-et-Bersviller, du 1er au 24 décembre.
Nouvelle enseigne à Sarreguemines. Otoro vous accueille dans son restaurant japonais proche du centre-ville. Découvrez nos buffets servis midi et soir. Dégustez maki et sushi réalisés sur place et servis à table. Fraîcheur garantie. Pour fêter la nouvelle année, Otoro vous accueille à Sarreguemines et à Fare-Bersviller. Soirée dansante et de nombreuses animations au programme. Réservation au 03 87 95 59 26. Cloud, sécurité des données et maîtrise des coûts. Que vous soyez commerçant, artisan ou chef d'entreprise, confiez votre informatique aux experts ID Réseau. Quel que soit votre besoin et vos objectifs, ID Réseau élabore une préétude, un maquettage, un audit et la réalisation de votre structure informatique. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. La clé de la réussite de votre projet immobilier se trouve chez ES Immobilier. Sandrine Ebonner et son équipe sont à votre service pour la transaction d'une maison, d'un terrain, d'un appartement ou d'un immeuble. Ok Google, où trouver de beaux cadeaux de Noël? Chez Pro et compagnie, bien sûr. Pour Noël, restez connectés avec nos enceintes intelligentes. Profitez de vos programmes préférés en 4K avec notre large choix de télé dernier cri et au meilleur prix. Mettez les petits plats dans les grands avec le petit électroménager. Chez Pro et compagnie, c'est facile d'avoir des idées cadeaux pour toute la famille. Pour les fêtes de fin d'année, je fais mes courses à l'Intermarché des faïenceries. Votre magasin de proximité vous propose sa vaste gamme de produits frais, bio ou locaux, issus de la ferme. La poissonnerie et la boucherie seront vos meilleurs partenaires pour concocter des menus de fête. Ne passez pas à côté de nos produits d'exception et venez visiter notre cave. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 m² de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises. Du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi, de 5h du matin à 22h. Confiez votre audition à un spécialiste. La passion de l'audition, c'est plus de 10 années d'expérience et des milliers de clients satisfaits. Des professionnels à votre écoute. Accueillir, conseiller, accompagner, c'est leur métier. Exigez l'excellence auditive et prenez rendez-vous dans l'un des 4 centres de Moselle-Est. Avec la passion de l'audition, entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. Engagés en politique, ils prennent du recul. C'est le dossier de la semaine. Bonjour François Bourbeau. Bonjour Julia. Vous êtes député suppléant, élu sur la liste La République En Marche, mais parti que vous avez quitté. Vous allez nous expliquer tout ça. Pascal Genft, bonjour. Bonjour Julia. Vous êtes conseiller municipal d'Ernest-Villers, mais vous êtes aussi conseiller régional, élu dans le département des Vosges. Vous avez été parachuté par le Front National, parti que vous avez vous aussi quitté, et vous allez nous dire pourquoi. Il ne pouvait pas être présent aujourd'hui sur ce plateau, mais l'ancien conseiller municipal de Sarreguemines, Michel Wering, voulait témoigner aussi, et donc on verra son témoignage en magnéto dans cette émission. Première question, un peu par hasard ou bien par forte motivation, Pascal Genft, comment êtes-vous entré dans la politique ? Alors, je dirais c'est un peu l'histoire de ma vie, puisque dans ma vie, j'ai quasiment tout fait par hasard. Ça a toujours été le fruit d'une rencontre, d'une discussion, de choses comme ça. Et je pense que c'est principalement l'entrepreneuriat qui m'a amené tout doucement à m'intéresser à la politique. Et de fil en aiguille, un jour, j'aime bien les soirées assez conviviales. J'ai invité beaucoup de gens à une soirée Beaujolais, justement. C'était il y a peu de temps. Avec modération. Qu'on a consommé avec modération, d'ailleurs, parce que je ne suis pas un grand buveur de vin. Et j'ai invité des personnalités politiques. J'en ai une qui a répondu présente. C'était à l'époque Florian Philippot, qui est donc venu à mon domicile. On a passé une soirée ensemble, on a échangé un peu. Ça m'a intéressé. J'ai commencé à écouter ce qu'il disait. Et voilà, et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à me rapprocher de ce parti politique. De là est venu cet engagement politique.
à vous reprocher au point d'être élu conseiller régional Grand Est. Oui, bon, il n'y a pas que des réussites, hein, puisque avant cela, on a eu les élections municipales dans notre commune, sans étiquette, je précise. Je faisais partie d'une liste de gens, c'est ce qui est formidable d'ailleurs dans le milieu, dans une petite commune comme la nôtre, parce qu'on ne parle pas de politique. Il y a des gens de divers milieux et de différentes opinions politiques et tout le monde travaille dans le même intérêt. Voilà. Ensuite, après cela, il y a eu les élections départementales que je n'ai donc pas remportées, puis les élections régionales où effectivement j'ai été inscrit sur une liste des Vosges, mais ça c'était une question d'organisation interne. Oui, et puis, ce qu'on appelle le parachutage en politique. Voilà, oui, tout à fait. Et puis ça a terminé avec les élections législatives que je n'ai donc pas remportées non plus. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que vous étiez face à face aux élections législatives. Oui, alors vous, comme François Bourbeau, toujours avec le sourire. Voilà, c'est bien, il n'y a pas besoin de distribuer de cornbox, on va pouvoir parler concrètement de votre vision de la politique. Vous, François Bourbeau, dans quelles circonstances vous êtes-vous lancé ? Moi, je me suis engagé en politique assez tardivement, puisque mon premier engagement politique, c'était en octobre 2016. Sur l'échiquier politique, je me situe plutôt au centre-gauche. Et moi, j'étais partisan, je ne suis pas pour opposer le social et l'économie, mais plutôt qu'ils convergent. Et je me retrouve très bien dans la vision qu'avait l'aéronaute suisse Bertrand Piccard, qui disait dans une émission sur France Info, lorsqu'on l'interrogeait sur quelle politique il mènerait s'il était élu président, il avait dit « Sur le plan social, j'appliquerai des idées de gauche, sur le plan économique, des idées de centre-droit, sur le plan sécuritaire, des idées de droite, et sur le plan écologique, des idées logiques. » Donc je me retrouve tout à fait dans cette vision-là de la politique. Et pour moi, les élections de 2017 étaient un tournant en France, parce que j'avais pressenti le risque que la France, mon pays, bascule vers les extrêmes. Et donc, c'est quelque chose que je ne souhaitais pas. Et j'ai décidé de m'engager à ce moment-là en politique. Et sur l'échiquier politique, le seul qui portait ma vision et l'espérance politique, c'était Emmanuel Macron. Donc, c'est tout naturellement que j'ai décidé de rejoindre le mouvement En Marche. D'accord. Alors, on va écouter maintenant comment ça s'est passé pour Michel Uring. Alors, pour lui, ça a été un concours de circonstances et c'était dans la foulée du mouvement d'opposition à Ambrégy, dans lequel il s'était particulièrement investi. C'est comme ça que ça a commencé, c'est comme ça que j'ai rencontré les écolos, enfin plein de gens comme ça. Et il y a eu plus de monde, de plus en plus de monde, il y a eu des milliers de personnes qui ont commencé à manifester, et notamment ici à Sarreguemines. Et donc je me suis senti un petit peu porte-parole de ces personnes-là, puisque lors de grandes réunions, j'ai osé parler, j'ai osé dire certaines choses. Et vous savez, quand des personnes d'un certain âge, ou la grand-mère du coin, ou le pépé viennent vous voir et vous disent « Ah, monsieur Uring, c'est bien quand même que vous ayez dit ce que vous avez dit, parce que qui d'autre le dirait ?» Et tout d'un coup, on se sent sentir une espèce de vocation quand même à ce moment-là. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais c'est là que je me suis déjà rendu compte de la turpitude de la politique, puisque quelques élus en place, dont je ne citerai pas les noms, m'ont fait comprendre qu'il fallait que peut-être que je me taise, que je ne me fasse pas trop entendre. Et en fait, c'est en voulant me faire taire que je me suis pas tu finalement. Et c'était ça la première étape qui a fait que je me suis lancé en politique, puisque se sont enchaînés très rapidement, je crois qu'il y a eu les cantonales à l'époque, et pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner, parce qu'on se dit voilà, on est un petit peu porte-parole de quelque chose dont on croit, avec beaucoup de conviction, et je me suis lancé dans les cantonales. Alors, et j'ai terminé avec un score relativement sympathique, 12 ou 13%, je me rappelle plus. Et c'est ainsi que le cheminement se fait. Et à l'époque, il y a eu d'autres élections, les législatives, etc., etc. Et ça s'est terminé par les municipales, où je ne souhaitais pas être candidat pour les municipales, mais où j'ai pu faire partie de la liste de René Ludwig, mais qui à cette époque-là venait d'apprendre donc sa maladie, on va faire court, et donc il s'agissait ou d'abandonner ou de reprendre la liste finalement, et c'est ce que j'ai fait, et j'ai été tête de liste lors des municipales, et c'est pourquoi j'ai été donc au conseil municipal à Sarreguemines et ici à la communauté des communes. Voilà en très court mon histoire politique. On a demandé aussi aux internautes s'ils avaient déjà songé à se lancer en politique. On a relevé 3 commentaires qui sont franchement pour, et je suis
pas sûr en revanche qu'ils vont vous plaire. Alors il y a Maïko qui dit tous les jours en ce moment, vivre sur les contribuables, c'est top. Isabelle qui dit oui, complètement, ça changera de tous ces repris de justice. Et Dominique qui dit aux tarifs où ils sont indemnisés, petits élus ou grands, oui, évidemment, couper les rubans ou sourire sur les photos, je peux faire aussi bien avec un smiley de clin d'œil. Est-ce que c'est l'image que vous avez des politiques ? Personnellement, non, mais si les internautes ont cette image, c'est que je pense qu'il y a un certain nombre de politiques ont un travail à faire pour que cette image soit autre. Et puis je pense aussi ce qui est important en politique, c'est être en congruence entre ses paroles et ses actes. C'est-à-dire de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. Et ça, c'est important. Et je pense aussi que les citoyens ont besoin de sentir la sincérité et la conviction dans les hommes politiques qui les représentent. C'est l'image que vous en avez aussi ? C'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que dit François, pour le coup, ça arrive de temps en temps. Mais malheureusement, c'est vrai que les internautes ont un peu raison dans une certaine mesure, parce qu'il y a tellement d'affaires, il y a tellement de faits divers qui leur donnent raison. Et en même temps, c'est une formule que tu connais, et en même temps, on ne peut pas faire une généralité avec tout. Donc effectivement, il y a des gens qui n'ont pas leur place dans ce domaine-là et qui en abusent. Et à côté de ça, il y a énormément de gens qui n'ont que la motivation ou la volonté de bien faire et qui sont entraînés dans le même tourbillon en fait. Voilà. Alors on a relevé 3 autres commentaires. Alors là, pour le coup, c'est l'inverse. Ce sont des internautes qui ne se verraient pas du tout faire de la politique. Mais vous allez voir, les raisons sont variées. Alors il y a René qui dit « Je préfère rester loin de ça. C'est un panier de crabes. Je pense que j'aurais déjà fini en prison si je m'étais réellement lancée, car il y aurait eu une de ces distributions de baffes. » Barbara écrit « On entend beaucoup de critiques et de défiance vis-à-vis des politiques avec les gilets jaunes, mais personne ne veut prendre de responsabilité et on va se retrouver avec des communes sans candidat aux prochaines municipales. Pauvre démocratie. » Et puis il y a Jay Montigny qui dit oui, mais après c'est comme tout, faut l'avoir dans le sang, on s'improvise pas vendeur ou ingénieur, faut voir ce petit truc qui permet d'y arriver. Un commentaire ? Non, mais c'est vrai, ils ont un peu raison tous les trois quelque part, mais c'est un rôle très ingrat en fait. Alors on ne retient toujours que ce que les hommes politiques ou les gens qui font de la politique, à quelle que soit l'échelle, à ce qu'ils gagnent ou leur rémunération ou leurs indemnités. Mais il y a quand même un travail derrière. Ne plus les rémunérer, ce serait aussi complètement... comment j'allais dire, je perds mon mot. On ne va pas les transformer en bénévoles. Ce ne serait pas logique en plus parce que toute peine mérite salaire. Non, mais tout à fait, toute peine mérite salaire, mais c'est vrai que c'est très ingrat. Du jour où vous lancez en politique, que ce soit au niveau communal ou peu importe, ou que ce soit les législatives ou autres, vous ne pouvez quasiment pas le faire sans étiquette politique. Vous prenez une étiquette politique, vous avez 50% des gens du jour au lendemain qui vous détestent et on ne sait même pas pourquoi, parce qu'ils détestent votre étiquette. Voilà. Et on va y revenir tout à l'heure. Et puis le jour où ils votent pour vous parce qu'en fait ils ne vous connaissent pas, mais ils votent pour votre étiquette. À cause d'une étiquette, oui, tout à fait. Ça va dans les deux sens. Mais alors justement, parce que se lancer en politique, effectivement, c'est une chose. Choisir une étiquette et rester dans le parti en question, c'en est une autre. Et vous, vous en êtes un exemple, puisque vous avez tous les deux décidé de quitter le parti dans lequel vous étiez. Pourquoi ? C'est une bonne question. Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas une décision facile à prendre, à double titre. Au premier titre, c'est qu'il faut réussir à admettre à un moment donné que les choix qu'on a faits se révèlent différents de ce qu'on avait cru ou de ce qu'on avait espéré. Et puis après, à ça s'ajoute un sentiment aussi de culpabilité, puisque vous avez amené des gens, par militantisme, à faire le choix que vous jugiez juste. Et après, donc ça c'est déjà difficile. Donc c'est une période de doute et d'instabilité. Et puis alors chez moi, le doute il est venu sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est un aspect plus de fond. Je me suis senti trahi sur le volet social du programme d'Emmanuel Macron, puisque c'est apparu dès le vote du budget 2018 où ont été adoptées tout de suite toutes les mesures en faveur des personnes les plus aisées. Et à l'opposé, toutes les mesures qui consistaient à soutenir le pouvoir d'achat, les gens en difficulté, ont été étalées dans le quinquennat. Et pour moi, le programme d'Emmanuel Macron, c'était un équilibre, comme je disais tout à l'heure, entre d'un côté l'économie et d'un côté le social. Et à travers ce premier acte budgétaire, il a rompu l'équilibre. Après, le deuxième point, c'est un problème un peu plus de fond. Moi, je m'étais engagé en politique pour remettre le citoyen
au cœur de la vie politique. Et je me suis retrouvé dans un mouvement centralisé où on est régulièrement alimenté avec des expressions, enfin des langages, des éléments de langage, voilà, et qu'on doit partager et propager. Et c'était absolument pas. Jusqu'à vous prémâcher le vocabulaire. Bah oui, c'est des éléments de langage, donc régulièrement, vous avez des mails. Il y a un truc qui m'a choqué, c'était au Noël dernier, où on nous a dit, pendant le réveillon, si vous avez votre grand-père qui vous parle, ou votre oncle qui vous parle des migrants, vous répondez ça. Si vous avez votre tante qui vous parle du pouvoir d'achat, vous répondez ça. J'ai lu les 2 premières lignes du mail et je l'ai fermé et détruit. Donc voilà, et ça, c'était pas du tout ma vision à moi de la politique, parce que moi, je voulais remettre de l'humain au centre du débat politique et au centre de la vie politique. Oui, donc, ça empêchait toute personnalité. Vous n'aviez pas à dire ce que vous pensiez vous deviez dire ce que pensait le parti. Ça, on ne me fait pas taire comme ça. Mais c'est à peu près ça. Pascal Genft, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à quitter le Front National? C'est forcément pas les mêmes raisons, puisque nous n'avons pas eu la chance de gagner ces élections, donc nous n'avons pas eu de promesses à tenir. Moi, c'est principalement le comportement de Marine Le Pen après les élections. Je pense qu'il est clair pour tout le monde que l'échec ne tenait qu'à elle. L'échec ne tenait qu'à sa prestation à la soirée du 2e tour que tout le monde a suivi à la télévision, qui était vraiment un désastre. Et la manière dont elle a géré les événements à la suite de ça, ça a été désastreux pour tout le monde, parce qu'à aucun moment elle n'a accepté d'en assumer les conséquences ou les responsabilités. On a commencé à désigner des responsables à gauche, à droite, enfin, un peu partout, et elle a commencé à tirer sur tout ce qui bouge, on va dire, pour sauver sa tête et rester présidente de ce parti politique. Moi, je faisais partie de ceux qui estimaient qu'à un moment, elle aurait dû démissionner de ce parti, se mettre un peu en retrait et assumer cette responsabilité. On peut encore espérer aujourd'hui que pour les prochaines... Par exemple, alors je ne demandais pas de quitter la vie politique, mais après sa prestation, le minimum, ça aurait été de l'assumer et de ne pas vouloir faire porter le chapeau aux autres. Elle était seule sur ce plateau de télévision. Après... elle a refusé de le faire, elle a enfoncé toutes les têtes autour d'elle. C'était pour moi pas la bonne stratégie. Il y a ce point-là, il y a le point, alors on m'a souvent fait la remarque pendant la campagne des législatives, parce que je disais que j'étais attaché à l'Europe et que j'aimais l'Europe, que je suis un Européen convaincu. Et ça, à l'époque... C'est au Front National. Ah oui, non mais tout à fait, mais c'était mon point de vue. C'était mon point de vue. Je l'ai dit, je l'ai écrit, et c'était contraire à ce que disait Marine à l'époque, mais j'ai le droit d'avoir ma liberté de penser, ma liberté de choix. Voilà, et je le revendiquais. On a eu l'occasion avec François de se rencontrer dans la rue et d'en parler. Je suis, je ne veux pas dire un adorateur de l'Europe. L'Europe fait des bonnes choses, l'Europe fait aussi du mal. Mais à côté de ça, je préfère qu'on reste dans l'Union européenne. Donc toutes ces choses-là ont fait qu'à un moment, j'ai décidé de quitter ce parti politique. Voilà. Alors Michel Uring aussi a quitté son parti, celui qu'il avait pour son premier scrutin, ses premières élections. Je vous propose d'écouter son témoignage. Donc c'était sous cette étiquette-là, mais c'était aussi par crainte. Je n'avais pas l'habitude de la politique, je ne savais pas trop comment faire. Et que le fait d'être dans une structure, et c'était donc Europe Écologie, c'était plus facile pour moi de faire un petit test, de voir. Et c'est pour ça que j'étais chez Europe Écologie. Mais je me suis vite rendu compte que ça ne me convenait pas après les élections, après les cantonales. Et j'ai compris, enfin, j'ai préféré être sans étiquette après. Ça a été le cas pour les législatives. Alors ce qui est stratégiquement peut-être pas forcément une bonne chose, mais on ne va pas revenir là-dessus, mais depuis j'étais toujours sans étiquette. Alors, vous avez quitté La République En Marche, vous avez quitté le Front National, mais vous avez choisi de continuer à occuper le siège pour lequel vous aviez été élu sous l'étiquette du parti. Vous n'avez pas, je ne sais pas si on démissionne de suppléant, mais en tout cas, vous continuez à siéger au Conseil régional. Est-ce que ça vous paraît logique d'être élu? Parce qu'on le disait tout à l'heure, les gens votent aussi parfois pour une étiquette sans forcément connaître la personne. Donc est-ce que ça paraît logique de quitter le parti mais de garder le siège? Ça me paraît logique. Maintenant, si vous regardez, si on analyse le tout,
On a été élu derrière Florian Philippot, puisque si on se souvient des affiches qui ont été distribuées à l'époque, c'était de l'ambition pour nos régions avec Florian Philippot. Florian Philippot a quitté le Front National, il est resté conseiller régional dans son groupe. Il y a un nouveau groupe qui a été créé par d'autres élus Front National, et j'ai fait le choix de rester dans le groupe avec lequel j'ai été élu. Donc je suis resté dans le groupe de M. Philippot à l'époque, en septembre 2017. Donc vous avez quitté le FN pour rejoindre en même temps que lui les Patriotes. J'ai quitté le FN sans être fâché. Je suis toujours en contact avec mes anciens collègues. Je ne suis fâché avec personne. Je ne partageais pas la façon de gérer de Marine Le Pen. Voilà, ça n'engage que moi. Et pour autant, il y a plein de gens qui sont engagés, qui sont tous plein de bonne foi et de plein de bonne volonté. Voilà. Je suis en désaccord avec Marine. J'ai quitté le parti. Après ça, je reste élu au conseil régional. Et les Patriotes, vous y êtes toujours ? Alors, je n'ai jamais été aux Patriotes. Parce qu'il y a une petite nuance. Vous l'avez rejoint au niveau du groupe ? Non, il y a une petite nuance. Il ne faut pas confondre un groupe politique et un parti politique. Voilà. Donc, vous n'étiez pas dans le parti, mais vous étiez dans le groupe au conseil régional. Je suis resté donc dans le groupe de Florian, dans lequel j'ai démarré au conseil régional. Je suis resté dans son groupe, mais je n'ai jamais adhéré à son parti politique. Son parti politique est pour moi toujours trop centré contre l'Europe. Alors, il dit des choses intéressantes. Marine Le Pen aussi dit des choses intéressantes. Mais en fait, tout le monde, quand on écoute M. Macron aussi, dit des choses intéressantes. Tout le monde dit des choses intéressantes. Tout n'est pas acheté. Mais cet acharnement contre l'Europe, c'est quelque chose qui me dérange profondément. Voilà. Alors, Michel Uring, lui, il a complètement arrêté la politique et ça avait peut-être des raisons encore différentes. Bah oui, parce qu'on se rend très vite compte que la démocratie dans laquelle nous vivons, c'est en fait une dictature cachée. Les institutions ne permettent pas à ceux qui sont dans l'opposition de faire entendre leur voix, tout simplement. Par exemple, au conseil municipal, où on est, je sais pas, moins de 35, enfin un certain nombre, et quand vous êtes que 2 ou 3 à défendre une idée, forcément, l'opposition, enfin le parti au pouvoir, va être contre vous systématiquement. Et j'ai pas envie, moi, de me fatiguer et de participer à toutes les réceptions qu'il y a à gauche, à droite pendant 7 ans, dans l'espoir de, éventuellement, lors d'une prochaine élection, éventuellement ravir la place de Monsieur le maire ou de je ne sais quel politique. Parce que, oui, voilà. C'est-à-dire, les institutions permettent pas de faire avancer les choses. Pascal Genft, vous aussi, vous siégez dans l'opposition au conseil régional. Est-ce que vous allez continuer votre parcours en politique ? Absolument pas. Voilà. Donc c'est vrai que je partage tout à fait l'analyse de M. Uring. Quand on est dans l'opposition, c'est une opposition systématique à tout. On ne se fait pas entendre. Moi, j'ai le sentiment de ne pas servir à grand-chose. Voilà. On n'est pas écouté, personne n'est écouté, on est mal représenté et quel que soit l'hémicycle dans lequel on va siéger, que ce soit au conseil régional, que ce soit au conseil municipal pour les grosses communes ou que ce soit à l'Assemblée nationale, c'est à peu près pareil. Donc vous ne serez plus jamais candidat à aucune élection ? Je n'ai pas dit ça, mais en tout cas pour ce qui est du conseil régional, je pense que c'est bon, il faut savoir s'arrêter. Alors vous n'avez pas dit ça, ça veut dire vous allez continuer dans votre village ? Ou est-ce que vous allez continuer aussi à d'autres échelles ? Je n'ai pas dit ça non plus, mais c'est vrai que si je devais continuer à m'investir, je me pose la question, dans ce domaine-là, ce serait plutôt niveau communal. Oui. Je pense que je peux apporter quelque chose à ma commune. Je pense que je pourrais apporter quelque chose à ma commune et c'est quelque chose de beaucoup plus concret. Voilà. C'est quelque chose qui peut-être pourrait m'intéresser. Mais vraiment des parenthèses. Très prochainement, parce que du coup, les élections, c'est très bientôt. Aujourd'hui, je ne suis décidé à rien. Voilà. D'accord. François Bourbeau, alors vous, c'est encore très différent. Vous, il y a beaucoup de gens qui disent que vous êtes déjà en campagne pour les municipales à Sarreguemines. Est-ce que c'est vrai ? Non. Parce que la campagne n'est pas ouverte. Parce que vous avez créé une association et que vous donnez l'impression d'être en campagne. C'est un peu le travers des politiques et surtout des politiques qui sont en place. Parce que dès qu'il y a une tête qui se lève ou des gens ou quelqu'un qui arrive un peu à fédérer, on essaye tout de suite de lui taper sur la tête pour qu'il rentre dans le rang et on fait courir qu'il est déjà en campagne, qu'il est déjà ceci, qui veut se présenter à la mairie, avant de regarder le fond.
Voilà. Donc nous, on a constitué une association, parce que je ne suis pas seul, hein, on a constitué une association qui s'appelle Agir pour Sarreguemines, parce que nous, on a envie de construire ensemble des citoyens qui n'ont pas encore eu les rênes du pouvoir, et ben, notre vision du futur de Sarreguemines. Donc ça, si c'est réfléchir à son cadre de vie, à ce qu'on pourrait améliorer, si pour vous c'est déjà être en campagne, mais il y avait déjà ICS, Initiative Citoyenne Sarregueminoise, on se demande cette association-là à quoi elle sert, puisque vous en faites partie d'ICS. Alors moi je voudrais revenir sur quelque chose. On me reproche mon activité associative. Voilà. Mais moi, j'ai toujours vécu dans le milieu associatif. Allez, moi, je pose juste la question. Non, mais moi, je vous réponds. Pourquoi avoir besoin de cette deuxième association ? On va y revenir. Moi, j'ai toujours eu un engagement associatif. Ça a commencé à mon adolescence. Ma maman avait créé une association qui s'appelait Amicale socio-éducative et culturelle dans un petit village de 1500 habitants. Et elle avait mis en place des cours de théâtre, d'informatique, de danse. Pardon, je vous coupe parce qu'on ne va pas avoir le temps de refaire tout l'historique. Voilà. La question, c'était vraiment, est-ce que vous êtes déjà en campagne et est-ce que vous serez candidat pour les municipales à Sarreguemines ? Et je pense que avoir une action auprès des gens au niveau associatif, c'est déjà faire quelque chose dans l'intérêt général. Parce que c'est du bénévolat et on fait des actions. Quand vous faites des actions solidaires, vous faites les paniers de Noël, quand vous faites, c'est rien de politique tout ça. C'est parce que c'est votre cœur qui parle. Après, il y a tout l'environnement politique qui essaye de vous mettre une étiquette. Voilà, parce je ne sais pas quelles sont leurs peurs, leurs craintes, il faudrait leur poser la question. Il suffit de répondre oui ou non. Vous serez candidat ou pas au municipal à Sarreguemines ? Moi, je ne réponds pas à ce genre de questions, parce que ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. Voilà. Pour l'instant, on est un groupe, on réfléchit sur le devenir de Sarreguemines, on a envie d'apporter des idées, on a certainement envie d'influencer les élections en 2020, mais vous dire qui, comment, voilà, c'est trop tôt. Donc ça, c'est trop tôt. Donc on en reparlera quand il sera temps. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus témoigner sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À demain.